relations internationales, mais les études liées à la paix en RDC, dans nos universités, ça reste encore un défi. Donc, Galtung, c'est un politologue norvégien. Il est né en 1930. C'est lui le fondateur de ce que nous appelons l'irénologie. L'irénologie, c'est la science de la paix. Et la paix positive, telle qu'il la conçoit et qu'il l'a développée, et cette notion, c'est elle qui est déjà consommée, c'est elle qui est déjà adoptée par la communauté internationale. La paix positive, c'est une perspective à long terme. Elle vise à construire une paix durable par la coopération et l'éradication des causes profondes des conflits. C'est une solution qui englobe la justice sociale et la lutte contre toute violence structurelle, je venais de vous l'expliquer, qui résulte de la pratique du pouvoir étatique. La paix, dans cette perspective, n'est pas seulement une absence de guerre. Donc, nous ne devons pas concevoir la paix comme seulement étant l'absence de guerre. Ce qu'on appelle absence de guerre, ça on appelle paix négative. Et la paix négative, ça c'est l'absence de guerre. Mais ce que nous devons faire, c'est aller au-delà de cette paix négative. Bien sûr, nous devons travailler dur pour d'abord éradiquer pour avoir la paix négative, et alors ajouter pour que nous puissions arriver à la paix positive. La paix négative, c'est l'état de non-guerre qui se limite à l'absence de violence directe entre groupes humains ou entre nations. Elle est établie en éradiquant la violence directe et en amenant une solution à court terme à un conflit. Alors, la communauté internationale a osé faire usage de cette stratégie de la paix négative en RDC à travers la brigade d'intervention. La brigade d'intervention, quand elle a été conçue, parce que les Congolais, nous faisons des choses, mais ce sont des choses souvent dictées par la communauté internationale, la brigade d'intervention, elle a été conçue pour faire partie de la MONUSCO et elle était constituée de 3000 hommes. Et ce sont des troupes qui étaient venues de l'Afrique du Sud, de la Tanzanie et du Malawi. La brigade d'intervention, c'est elle qui avait soutenu, rappelez-vous l'État de Baouma Ambamba, avec son militaire, son colonel Mamadou de terrain. C'est la brigade d'intervention qui avait soutenu les FRDC. Et c'était la troupe sud-africaine qui était à mesure de voir les ennemis, le M23 qui entrait par Bunagana, et comme ça on les avait bombardés à partir des collines de Kibumba, et c'est ce qui avait permis à Mamadou d'avancer en un clin d'œil en 3 jours, prendre jusque dans les collines de Tchanzu. Alors ça, cette section-là, au sein de la MONUSCO, elle était là pour la paix négative, parce que son mandat, c'était d'attaquer. Donc, sur les 20 000 hommes que constituait la MONUSCO, il y avait les 3 000 qui avaient pouvoir, qui avaient mandat d'attaquer. Mais tous les autres qui étaient partout ici, normalement, ils n'avaient pas mandat d'attaquer. Et c'est pour cela que vous pouviez voir la population, les gens être massacrés à leur présence. Normalement, de par leur mandat, ils ne pouvaient pas intervenir. À part les troupes tanzaniennes, les troupes du Malawi, et les troupes sud-africaines qui avaient ce mandat ici, qui était le mandat pour imposer la paix négative. Alors, composantes aux missions de paix de la communauté internationale au monde, ces composantes sont 3, et j'en parle pour qu'on puisse voir comment ces 3 composantes se sont actualisées en RDC. Et la première composante, c'est le maintien de la paix. Ici, il s'agit de processus de signature d'accords de paix avec partage de pouvoir. Cette stratégie vise à mettre fin de manière rapide à une violence contre les populations, c'est-à-dire parvenir à une paix négative. Donc, quand on applique
un système, on dit voilà, c'est qu'on vient de signer la résolution de l'ONU, ça prend un maintien de la paix. Quand on utilise cette expression-là, il faut savoir que là, on vise la paix négative. Donc, cessation des hostilités. Malheureusement, ceux qui sont appelés à des tables, quand il y a des négociations, sont souvent ceux qui ont fait usage des armes et des violences pour se faire entendre. Ainsi, on laisse de côté la population et ses intérêts. Cette stratégie, suggérée par la communauté internationale, a fait montre de ses limites en RDC, où elle a conduit aux accords de Sun City en 2003, avec la formule 4+1. Probablement, certains d'entre vous avez déjà entendu parler de ça. Le pays est venu à la formule avoir 5 présidents. Ça, c'était dans le cadre de partage de pouvoir. Donc, on avait le président titulaire qui était Kabila. Alors, on lui a mis des vices, Bemba, les autres, le RCD. Donc, on prend ceux qui ont fait leur nom à tuer les gens. Alors, on fait le partage du pouvoir. Et quand on applique cette stratégie, il faut comprendre, on ne va pas considérer les intérêts du peuple. L'ONU, la communauté internationale a appliqué cela en RDC et les conséquences, nous savons ce que ça nous a donné. À part peut-être nous mener à produire la constitution actuelle que nous avons, qui est la constitution passée au référendum de 2006. Alors, deuxième niveau, c'est ce qu'on appelle le rétablissement de la paix. Vous avez maintien de la paix, première composante. Alors, il y a une autre composante qu'on appelle rétablissement de la paix. Elle consiste à résoudre un conflit par négociation ou médiation. Pour notre cas d'étude, les résultats du rétablissement de la paix en RDC par la communauté internationale ont conduit aux accords à Manileo de Goma et les accords du 23 mars 2009 entre le gouvernement congolais de Joseph Kabila et le CNDP de Laurent Kunda. Et cette stratégie a abouti au mixage et brassage entre FARDC et rebelles dans le pays. Et vous connaissez les conséquences. Si le pays s'est retrouvé sans armée, voilà la stratégie qui a été appliquée par la communauté internationale et finalement ça menait à la destruction totale même de l'armée. Or, pour une nation, pour un État, l'armée, c'est ce que nous appelons un skeleton. Le squelette, comme un être humain. Un être humain, vous savez, le corps s'est bâti sur le squelette. Alors, l'armée, c'est le squelette d'une nation, d'un pays. Et voilà, avec cette stratégie, ça détruit cet aspect-là. Mais ce qu'ils avaient appliqué, c'était le rétablissement de la paix. Et bien sûr, les militaires du CNDP, des officiers, l'armée jusqu'aujourd'hui, si on parle d'officiers fainéants en RDC, des généraux, colonels, c'était venu de cette stratégie-là du rétablissement de la paix. Alors, troisième composante, c'est la consolidation de la paix. Celle-ci se concentre sur les causes profondes des conflits en vue d'instaurer une paix durable. La communauté internationale a fait usage de cette stratégie en RDC avec la conception de la MONUSCO à travers ses différents projets de réconciliation des communautés, de construction des infrastructures et beaucoup de projets. Vous pouviez vous rappeler quand les troupes de la MONUSCO étaient ici, vous pouvez voir faire des ponts. Quand ils apprenaient, il y a des gens qui se sont battus par-ci, par-là, ils pouvaient aller là-bas, intervenir. Ça, c'est dans le cadre de la consolidation de la paix. Mais malheureusement, encore une fois, pour notre pays, c'est dommage pour nous. Nous connaissons bien ce qu'a été le résultat. Alors, quelques aspects à travailler pour une paix positive. Nous venons de parler de la paix positive. Maintenant, quels sont les aspects sur lesquels les intellectuels devraient se focaliser pour qu'il y ait paix positive dans notre pays? Le premier aspect, c'est la dimension politique. Il faut que parmi les intellectuels, que ces intellectuels s'engagent à promouvoir la paix positive, et cela c'est une nécessité. Ça doit se faire au niveau politique. Au niveau politique, ils doivent s'attaquer aux causes sous-jacentes et facteurs de déclenchement des conflits. Parce qu'il y a toujours des causes
sous-jacentes. Alors, les intellectuels devraient faire effort à découvrir ces causes-là. Parmi eux, il y a la corruption. Parmi ces éléments, il y a la corruption, l'impunité, le manque de respect des droits de l'homme, le manque de redevabilité sociale. Donc, ces aspects sont des mots auxquels les intellectuels devraient s'épancher. Malheureusement, des fois, ça devient le contraire. Deuxième dimension, ça doit être la dimension sociale et économique. Si les intellectuels, dans leurs efforts de promouvoir la paix positive, doivent travailler pas seulement sur des projets aux résultats rapides, mais aussi sur des programmes de développement à long terme. C'est par exemple les services d'éducation et de santé de haute qualité accessibles à tous. Une bonne éducation, c'est important. Aussi, devrait-il viser les réformes économiques, la coopération entre les institutions, ainsi que la collaboration sur la gestion des ressources naturelles. Ça, c'est un domaine où beaucoup d'intellectuels congolais ne se penchent pas. Ce sont les étrangers qui se préoccupent de ces aspects ici. Pourtant, ça devrait faire notre champ de bataille, notre champ d'intérêt. Les intellectuels doivent également travailler pour rendre responsables et transparentes les industries extractives et établir la responsabilité sociale des entreprises dans le pays. Quand il y a une entreprise, il y a une institution, il y a un projet, ça doit être profitable à la population. Il faudrait que les intellectuels travaillent pour amener les gens à savoir réclamer leurs droits. Alors, troisième niveau, la réconciliation sociale. La paix positive requiert réconciliation et règlement pacifique des conflits. À ce propos, on doit promouvoir des commissions vérité et réconciliation dans le pays, sachant que peu de progrès sont aujourd'hui accomplis dans ce sens. La méfiance et les préjugés entre communautés restent fortement ancrés et mènent à des conflits qui ne se terminent pas, particulièrement dans notre partie est du pays. Donc, on devrait voir, et il faut que les intellectuels s'y penchent, voir des commissions vérité et réconciliation. Vous avez entendu, à partir de la première présentation, les guerres, les communautés qui se sont entretuées depuis des décennies. Alors ça a déjà mené à une méfiance. Par ailleurs, bien que délicat, le problème de poursuites judiciaires et de commission de la vérité est une nécessité. Les intellectuels doivent donc travailler pour trouver un juste équilibre entre vérité, justice, réconciliation, sanction et impunité. Là j'ai des concepts, chaque concept s'apaise. La vérité, ça ne doit pas exclure la justice. La justice ne doit pas exclure la réconciliation. Mais aussi, se réconcilier ne doit pas exclure les sanctions. Donc, dire il faut mener à l'impunité. D'une part, on doit donc, pour arriver à couvrir ce concept-là, on doit se demander si l'on peut arriver à un règlement pacifique des conflits quand les parties à la table de négociation courent le risque d'être punis pour leurs atrocités. D'autre part, on doit s'interroger sur la stabilité d'une solution pacifique au conflit si les auteurs d'atrocités restent impunis. Et dernier élément, il faut faire l'analyse des conflits. Les intellectuels devraient s'investir à comprendre davantage les structures, les objectifs, les dynamiques, les causes et conséquences des conflits. Nous devons exploiter pour comprendre les racines. Comme dit Johnson, si la nature véritable d'un problème n'est pas comprise, les stratégies adoptées pour les résoudre sont susceptibles d'échouer. Donc, on doit comprendre, on doit commencer par là. Et c'est le travail de nous intellectuels. Et Matthias nous a interpellés, même le deuxième représentant, nous sommes des fois, nous ne sommes pas intéressés à nos problèmes. Ce sont d'autres qui font ça à notre place. Cela étant, les intellectuels congolais ont à renforcer leurs connaissances et à améliorer leur capacité d'analyser les conflits pour consolider
davantage leur engagement pour la paix positive et durable dans le pays. Alors, ce travail, cette petite présentation nous a aidé à démontrer plus ou moins la nécessité de travailler comme intellectuel, travailler pas seulement pour stopper la guerre, parce que stopper la guerre, ça c'est la paix négative, mais aussi pour éradiquer les violences structurelles qui sont des causes sous-jacentes du conflit dans notre pays. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur, pour cette présentation. Je vais, avant de rappeler les deux conférenciers, essayer de résumer ce que moi j'ai retenu de l'apport de l'intellectuel et de l'informatique. Peut-être que le débat va nous aider à aller plus en profondeur, mais au moins, on nous invite comme intellectuels à nous impliquer dans la recherche autour des enjeux de la guerre et dans la recherche des solutions. Ça, c'est Edgar Matesso principalement et Julien qui l'ont développé. La recherche des solutions qui peuvent venir de l'informatique, notamment en développant la cyberdéfense militaire ou d'autres aspects qui peuvent être intéressants dans ce sens-là. Et je me rends compte que tous les domaines que nous faisons fonctionner peuvent contribuer à trouver des solutions pour une paix durable chez nous. Et il y a déjà un travail qui a été amorcé. J'imagine que le travail ne va pas s'arrêter là-bas. Dans les petites lectures que j'ai déjà faites jusque-là, j'ai compté 4 articles scientifiques de nos chercheurs qui sont dans cette salle. Le professeur Wilfried Kibanda, par exemple, le recteur de l'UAC, qui a publié 2 articles sur les questions de guerre. Les causes, je ne sais pas, c'est les causes politiques de la guerre dans la région ici. Et un autre article qui est une question et qui rejoint la conférence du professeur Mawazo, Congolais, où sont tes intellectuels? Il nous a parlé des intellectuels, chacun sait s'il est quel type d'intellectuel, et alors est-ce que vraiment nous en valons la peine dans la recherche des solutions. J'ai vu Mawazo lui-même qui a publié un article sur la chanson de Ira Mirem, Sikiria Mouba. Je ne sais pas comment je peux traduire ça. Ça ne mange pas. Donc c'est lui. J'ai fait vraiment une traduction littérale pour permettre à chacun de comprendre plus ou moins. Celui qui a peur ne peut pas manger. Parce que si vous avez besoin de manger et que vous ne pouvez pas accéder à la nourriture parce qu'il y a des épines sur la route, alors vous allez mourir de faim. Il faut affronter ces épines-là. Pour accéder au miel, il faut affronter les abeilles. Voilà, donc ça ne peut pas être votre plainte de ne pas manger alors que vous avez la possibilité de trouver la solution dans ce sens-là. Le père Claude, qui est également ici, a publié une recherche dans ce sens-là. Mais lui s'intéressait à la manière dont nous pouvons construire des conflits entre nous par la communication. C'était une approche plus ou moins proxémique. Quand nous parlons de Banya, Fasiflan, on étiquette les gens par rapport à leurs origines et ça n'aide pas à contribuer à la paix positive dont vient de parler le dernier conférencier. Alors il y a donc la recherche sur les enjeux, c'est notre rôle comme intellectuel. Il y a la recherche des solutions. Il y a également la justice structurelle. Voilà ce que moi je retiens du rôle que nous devons jouer dans la recherche de la paix dans notre milieu. Alors je vais lancer le débat. 5 minutes, s'il vous plaît.
ayez toutes les questions à 5 minutes et les conférenciers vont y répondre à 5 minutes. Donc nous avons encore 10 minutes ici pour clôturer la présentation. Quelqu'un va s'avancer pour poser la question, il va se présenter et dire à qui la question est destinée et les concernés vont y répondre. Le micro est à vous. Voilà, il y a une première question. Je vais prendre 3 questions. Si 2 autres personnes peuvent s'avancer pour que nous puissions gagner le temps. Allons-y, rapidement. Merci pour l'accord de la parole. Les premières questions vont s'adresser au premier orateur, Edgar Matesu. La première question dit ce qui suit. La charité bien ordonnée commence par soi-même. Vous pouvez nous dire si vous avez déjà fait, si vous pouvez nous éclaircir par rapport à votre contribution, par rapport à la résolution des conflits que la RDC traverse. La deuxième question, vous avez dit quelque part que Vincent Machozi avait publié quelque chose qui parle de finir la guerre par la non-violence. Je voulais assez que vous puissiez nous expliquer donc l'impact par rapport à sa recherche. La troisième question, vous n'avez pas, j'ai constaté que vous avez oublié l'hypothèse qui parle de l'infiltration des Rwandais dans notre armée. Alors je me demande pourquoi vous avez oublié de nous dire cette hypothèse, parce que depuis longtemps nous attendons qu'il y a notre gouvernement avait signé des accords avec les Rwandais pour qu'on puisse donner des grades aux ennemis pour contrôler la région du Nord Kivu. La quatrième question, ça parle du général Baouma. Vous avez exhibé dans les tableaux, vous avez montré que depuis sa mort, les meurtres ont progressé depuis sa mort. Je veux à ce que vous puissiez nous éclaircir par rapport aux causes. La dernière question, vous avez fait cette conférence pour que à la fin nous aussi nous puissions faire des recherches. Donc c'est une recommandation, une suggestion en quelque sorte. Que vous puissiez nous faire des procédures pour y mener des recherches, parce que je suis à planification régionale. Je voulais mener aussi mes recherches par rapport aux choses qui sont en rapport avec la guerre. Je voulais assez que vous puissiez nous donner la lumière pour que nous aussi nous puissions aussi mener des recherches. La deuxième partie, ce sont des questions qui concernent le deuxième orateur, l'informaticien. Comment détecter un mauvais site de formation? Deuxième question. Depuis notre face, nous attendons que je peux dire nos logiciels sont gérés par les Rwandais, sont contrôlés par les Rwandais. Oui, qui nous explique quelque chose à propos de cela, parce que nous pouvons créer quelque chose alors que nous n'avons pas le pouvoir d'y arriver à la fin. Bon, la dernière. Allez-y. Je m'arrête là parce que les amis sont intolérants. Ce n'est pas de la paix, de ne pas être tolérant. Il faut chercher la paix même dans la tolérance. La parole est à vous. Le nom, monsieur vous appelez comment? Vous vous appelez Kassongo, nous avons appris Kassongo Pati. Voilà. Présentez-vous et puis posez rapidement votre question.
Je suis l'architecte Kabambi Kananga Yves Célestin. Ma première question s'adresse à mon frère Edgar Mateso. Après avoir suivi son exposé avec attention soutenue, dans sa conclusion, il a estimé que pour restaurer la paix ou mieux gâter le conflit qui déchire notre région, ça peut aller jusqu'à une durée de 20 ans. Alors je voudrais qu'il nous donne le contenu de ces 20 ans. La substance de ces 20 ans. Qu'est-ce qu'il faut faire concrètement en court terme, à moyen terme et à long terme pour atteindre ces 20 ans. Surtout qu'il le sait bien, nous sommes à face d'une classe politique que moi je qualifie de médiocre. Une classe politique qui est faite des acteurs qui misent pour leurs intérêts égoïstes et de leur chapelle politique. Les centres d'intérêt est excentré. Je dirais, le peuple ne rencontre pas les préoccupations dans leur démarche. Et de l'autre côté, une armée complètement dépiécée, désarticulée, infiltrée, des étrangers dedans, qui ne donnent pas les résultats escomptés sur le terrain. Alors que c'est avec cette classe politique et cette armée qu'il faut arriver à mater cette guerre, ces conflits en fait, qui ne cessent de nous humilier à la face du monde. Et pour le professeur Mawazo, j'ai été intéressé par la description qu'il a donnée sur l'intellectuel résolu. C'est lui qui apporte un apport significatif dans la vitalité de la nation, du pays. Au moins, je peux dire que lui œuvre pour les intérêts du peuple. De mon point de vue, la proportion est infime. Elle est infime. Alors, ma question est celle-ci. Il nous a développé la théorie sur la paix positive. Après avoir expliqué ce que la paix négative. J'ai comme l'impression que et le gouvernement congolais et la communauté internationale, tous s'évertuent pour la recherche de la paix négative. Les démarches lancées sur le processus de la paix positive semblent ne pas être au rendez-vous. Alors je ne sais pas, il nous propose quel paradigme de l'intellectuel résolu afin, je peux dire, de contaminer cette classe intellectuelle entre guillemets, c'est-à-dire des diplômés qui restent à vérifier si ils sont réellement intellectuels. Quel paradigme, les stratégies, les contenus de ce processus-là. Merci beaucoup, nous avons compris la question. Voilà ma préoccupation, je vous remercie. Merci. Merci pour l'accord verbal. Par le nom, on m'appelle Jurès Ametiago. Je suis étudiant à NL2 Architecture. Moi, je vais m'appuyer beaucoup plus sur le premier conférencier. Et c'est là, en se basant sur l'expression de l'exposé du père Mawazo, qui nous a éveillés en disant la paix négative, c'est chercher l'absence de la guerre. Alors, ma question est celle-ci. Je m'adresse à l'assistant Mateso. Quelle est votre impression pour la jeunesse qui,
pendant les manifestations établissent ou présentent des actes bizarres, par exemple en allumant des pneus sur le goudron, et cela en ignorant que la paix positive n'est pas seulement ça, c'est de la guerre, mais plutôt avoir une notion de civisme, car même le légiste du droit nous stipule que nul ne peut se prévaloir de sa propre turpitude. Merci beaucoup. Nous avons compris votre question. J'espère Edgar Mates aussi a bien noté. La dernière question pour cette série. Merci. Je réponds au nom de Suzanne Moukohe. Je suis assistante de deuxième mandat à l'IAC en développement. Ma question concerne l'assistant, le collègue Julien. J'aimerais qu'il puisse nous situer. Nous avons été informés de notre frère Idengo qui, à partir de la chanson, il a subi une prison. J'aimerais que les collègues puissent nous aider à nous situer. Est-ce que cette façon de faire était le cyber-attaque ou cyber-défense? Je vous remercie. Voilà. Je vais vous inviter peut-être dans l'ensemble ici, parce qu'il peut y avoir des questions, des réponses qui se complètent par rapport à des questions qui vous ont été adressées. Mais au moins, vous avez bien compris toutes les questions. C'est un témoignage vraiment réel de l'intérêt qu'on a eu pour les différentes présentations qui y ont été faites. Je vais vous proposer d'y aller selon que vous êtes proche du micro. En commençant donc par vous, Edgar Mateso. Merci beaucoup. Vos questions témoignent de l'intérêt que vous avez attaché à notre communication. Et je vais commencer par la préoccupation de Kassongo. Les préoccupations. Bon, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Qu'est-ce que nous avons fait? L'objectif de cette conférence n'était pas de venir nous étaler ou de faire un bilan de ce que nous avons été depuis que nous avons cette casquette d'intellectuel. L'objectif de la conférence était plutôt de nous provoquer, mais plutôt de nous appeler à agir. Donc si nous commençons maintenant à fouiner dans notre passé, à chacun va parcourir sa biographie, nous ne sortirons pas d'ici. Parce que nous ne sommes pas ici tous de la dernière pluie. Nous avons été et il y a ce que nous avons eu à faire. Et le modérateur est revenu sur notre contribution, même s'il s'est trompé par les noms. C'est ce qu'il a confondu Mawazo et Mateso, parce que ça semble traduire la même réalité. Mais d'autres articles sur Sichiria Mouva, c'était déjà une contribution dans ce sens. Mais aussi déjà cette activité, c'est une autre activité dans ce sens. Certainement parmi vous, il y en a qui sont déjà provoqués, qui sont choqués et qui prennent les engagements de faire mieux que ce qu'ils ne faisaient. Alors, quel est l'impact de ce que Mathieu a dit? Bon, j'aurais souhaité que plutôt ça soit vous qui puissiez nous dire. Je réalise que Mathieu était un prophète parce que il a dit ceci à telle période, mais aujourd'hui ça se confirme. Plusieurs thèses qu'on développe aujourd'hui sur le génocide, sur la balkanisation, il les avait déjà dénoncées bien avant
Et les gens le prenaient pour extrémiste. Mais voilà, aujourd'hui, finalement, c'est tout le monde qui est empalé dans ses points de vue. Alors, je n'ai pas parlé de l'infiltration de notre armée. Peut-être je n'ai pas dit ça clairement, ou alors il ne m'a pas suivi. Mais j'ai quand même dit ça. Et je crois qu'il aura à parcourir notre exposé parce qu'il sera rendu public d'ici là. Mais nous avons dit que notre armée n'arrive pas à nous pacifier parce que nous avons été infiltrés. Bon, bien entendu aussi, nous devons comprendre que l'exposé n'était que de 30 minutes. On ne pouvait pas développer toutes les considérations. Heureusement que l'intervenant qui suivait est venu parler de ça lorsqu'il a parlé des approches proposées par la MONUSCO. Et déjà parmi ces approches avec le gouvernement de 1+4, la négociation avec les rebelles, tout cela a conduit à l'infiltration de l'ennemi. Même si moi je ne l'ai pas dit de ma bouche, mais notre intervenant est revenu sur cet aspect et je crois que la question avait déjà trouvé sa réponse déjà à ce niveau. Bon, il m'a demandé d'expliquer comment il y a eu flambée de morts après la mort de Baoum. Ah, mais il faut passer maintenant au comptage. Il faut voir les statistiques des morts avant Baoum et après Baoum. Et vous allez, j'ai présenté même la carte. Avant Baoum, qu'est-ce qu'ils occupaient comme espace, et après Baoum, comment ils ont étendu leur zone opératoire. Parce qu'avant, c'était dans ce qu'on appelait les triangles de la mort. Mais après Baoum, ils se sont étendus jusqu'à Mambasa, jusqu'à Lituri, alors qu'ils n'étaient que dans le territoire de Beni et dans le secteur Rwenzori et quelquefois dans la chefferie de Watalinga. Mais aujourd'hui, c'est pratiquement toutes les collectivités du territoire de Beni qui sont touchées et toute la province de l'Ituri qui est touchée. Quelle procédure pour mener les recherches? Comme vous êtes déjà à l'université, ici à l'UAC, on apprend également comment mener des recherches. Là, je vais vous renvoyer à certains cours que vous aurez à suivre ou que vous avez déjà suivis, ou alors vous rapprocher de nous, les enseignants. Nous allons vous compléter à l'auditoire. L'autre question, c'était celle de Kabangi Célestin, qui m'a demandé de donner le contenu de ce processus de 20 ans. Si vous avez été curieux, le dernier intervenant a donné le contenu. Parce que maintenant que nous sommes sous balle, nous sommes sous massacre, l'urgence c'est d'arrêter ce massacre. Mais une fois arrêté, ce n'est pas encore la paix. Comme vous venez de le suivre, c'est juste une paix négative. Il faut maintenant une paix positive. Et cette paix positive qui doit passer également même par des éducations, par la formation. Et Platon disait que pour former un homme, il faut 50 ans. Moi, j'ai été moindre à 10 ans, 20 ans. Et vous vous imaginez que ça devra être un processus. Si une fois nous disons, nous avons libéré Moualika, nous avons libéré Rutshuru, nous ne devons pas nous asseoir et commencer à prendre la bière en disant que la paix est revenue. Nous devons commencer maintenant à former l'homme. Parce que la guerre, comme le disent plusieurs penseurs, la guerre commence dans le cœur de l'homme. Il va étendre l'homme, s'étendre sur l'homme dans sa petite communauté et finalement va embraser le monde. Et donc, il faut d'abord éduquer cet homme qui est en train de mener cette guerre. Ce n'est pas
une histoire de 2 jours. Il faut reconstruire les débris pour que nous ne puissions pas continuer à les voir et songer à faire la vengeance. On a parlé de la justice, on a parlé de la réconciliation, on a parlé de la reconstruction. Tous ces faits, tous ces événements ne feront pas 2 jours. Ce sont vraiment des événements qui vont nous demander des années. À court terme, nous devons mettre fin aux hostilités. À moyen terme, nous devons éduquer la communauté. Et à long terme, nous devons reconstruire notre région. Enfin, la question de Giresse qui m'a demandé mon point de vue sur ce que font les jeunes lors des manifestations. Bon, je l'avais déjà dit, malheureusement c'était au moment où il y avait déjà une pression que c'était la fin du temps. Je parlais des stratégies de l'ennemi. Je parlais de la diversion. Ce que font les jeunes, c'est vraiment de la diversion. Une pauvre dame qui vend des cacahuètes ou des oignons sur son étalage. On vous dit on a tué les gens à Eringate. Vous marchez et vous venez brûler cet étalage. À quoi cet étalage a affaire avec les ADF? Une jeune fille qui vend des unités dans ce kiosque et vous dites nous protestons contre les massacres, vous venez incendier ce kiosque. Est-ce que vous avez dit que les ADF sont cachés dans ce kiosque? Vous venez chasser les élèves dans leur salle de classe. Est-ce que leurs enseignants ou ces élèves, ce sont eux qui ont massacré les gens? Et parfois nos jeunes tombent dans les pièges des ennemis sans le savoir. Ils sont en train de les aider. Le deuxième intervenant a parlé du numérique. Les trucs ici, les ADF dans leur site, ils publient les gens qui sont... Ils se publient en train d'égorger des gens. Et vous tombez sur la vidéo. Et vous aidez ces ADF à publier ces vidéos. Et les gens vont se soulever. Vous êtes leur communicateur. Et parfois nous ne savons pas que nous rendons service aux ADF ou au M23. Et nous pensons que nous sommes en train de communiquer alors que nous sommes en train de nous attaquer nous-mêmes. Nous sommes en train de nuire au retour de la paix. Alors qu'il faut réarmer les gens, les aider à développer des mécanismes de braver la peur et aller attaquer, aller riposter contre les EDF. Bon, voilà ma petite réaction sur la première série de questions. Merci beaucoup. Nous allons donner la parole au deuxième intervenant. Le temps qu'ils prennent le micro, je vais souligner le dernier aspect de la réponse d'Edgar Matesso. Il nous faut peut-être aussi, à moyen terme, comme vous l'avez dit, une éducation aux médias. Les médias sociaux ont des objectifs et il faut que nous sachions pourquoi nous avons choisi de publier sur Facebook, sur WhatsApp ou ailleurs. Et comment nous pouvons les utiliser au service de la paix positive dans notre milieu. C'est peut-être le travail des communicologues que nous sommes et des autres membres de la communauté qui peuvent contribuer à l'éducation aux médias. Ok, merci. La première question, c'est la question de Kassongo qui veut savoir comment détecter un mauvais site ou un mauvais média, un site qui sème la désinformation. En fait, d'abord, toutes les questions que j'ai reçues résument ma présentation. En ce qui concerne le site web, j'ai rappelé ici que lorsque nous parlons du numérique, il y a plusieurs acteurs. Quand on dit nouvelles technologies de l'information et de la communication, il y a l'informaticien qui est technicien. Il y a l'information qui constitue le contenu qu'on doit publier dans le média. Alors, pour
détecter un mauvais site, ou alors le site, ceux qui sont dans la communication parlent de la théorie du canal. Le site n'est qu'un canal utilisé pour communiquer. Et un autre auteur informaticien, Christophe, je crois que c'est sur Christophe Honnête, qui dit sur Internet le contenu est roi. Alors donc pour détecter un mauvais site, il faut d'abord faire une analyse sur le contenu, qui est l'auteur du contenu. Et là je pense que les professionnels de communication pourront m'aider à répondre. Et la méthode simple que moi je peux te proposer, c'est connaître le média. Nous avons des médias reconnus comme le média, disons les sites web de la radio Moto, les sites web de la voix de l'ICG, les sites web de actualité.cd et autres. Là, il y a une équipe qui s'occupe de l'édition, donc de la collecte, de la rédaction, en fait de la censure, tout ce que les journalistes font dans leur rédaction. Quand vous connaissez déjà que ça c'est les sites de la radio Moto, le contenu d'office sera crédible. Mais il ne faudrait pas penser que, ok, comme c'est sur un site web, donc c'est la vérité. Et là, en tout cas, je me réserve d'autres aspects techniques en communication. Il y a certaines images qui circulent dans les réseaux sociaux sur comment analyser l'information. On parle de la source, ainsi de suite. Et en tout cas, les professionnels de communication sont ici. Il faut bien nous éclairer par rapport à cet aspect. Bon, je crois qu'on peut résumer ça par la problématique de la source. Ouais. C'est qui détient ces sites? Et si on sait dire que c'est tel et c'est tel là, il est crédible à nos yeux, alors le site qu'il détient est crédible. Dans le cas contraire, il faut s'en méfier. Tout simplement. C'est ce que je peux dire. Merci. Et peut-être aussi ajouter l'autre dimension que j'ai apprise, qui rentre dans l'informatique, c'est déjà le nom du site. Apparemment, il y a HTTP et HTTPS. Oui. C'est aussi une nuance technique qu'il faut regarder pour se dire c'est un site sécurisé ou non. Oui. Et beaucoup d'autres aspects qui pourraient peut-être être développés dans le couloir parce que nous n'avons pas beaucoup de temps qui nous reste ici. Voilà. Je pense qu'on vient de me compléter sur cet aspect. Donc nous, techniciens, nous sommes juste concepteurs. Ceux qui créent les contenus, ce sont les professionnels de communication. Alors, parlant de toujours Kasongo qui demande logiciel contrôlé par les étrangers. Il a appris qu'il y a certains contenus qui sont contrôlés par le Rwandais et autres. C'est ce que même j'ai dit pour interpeller les intellectuels, techniciens, informaticiens. Quand nous allons créer des problèmes de recherche, quand nous allons créer plutôt des sujets de recherche, il faudrait se focaliser sur le vrai problème. Je vous ai parlé durant mon exposé du cas de l'Ukraine. L'Ukraine qui a créé un réseau social qui pourra permettre de faire une autodéfense en faisant participer l'ennemi. Si nous estimons que les étrangers contrôlent nos contenus, la question est simple. Qu'est-ce que nous, Congolais, nous avons déjà fait? Ou alors, avez-vous déjà entendu parler des réseaux sociaux conçus par les Congolais? Il existe. Ou s'ils existent, ils sont encore minoritaires. Même l'Internet, vous voyez déjà la problématique de l'Internet. La fibre optique que nous avons, on vous dit qu'elle vient de l'Ouganda. Il y a les gens de Goma qui ont l'Internet, par exemple, à partir de Goma. À partir de Goma, ils ont l'Internet à partir du Rwanda. Tout simplement parce que nous dépendons plus des autres sur le plan technologique. Et donc, c'est à nous de fournir un effort pour avoir nos propres outils que nous-mêmes nous allons contrôler, ou nous-mêmes nous serons à mesure de définir le mécanisme de restriction, des algorithmes de restriction à mettre en place pour que notre contenu soit protégé, confère sécurité informatique. La troisième question... Excusez, si je peux ajouter peut-être, oui, parce que je suivais comme tout le monde. Hein? Oui. Je suivais comme tout le monde. J'ai entendu le professeur Mawazo dire, en définissant l'intellectuel, que c'est quelqu'un qui sait produire une connaissance. Voilà. Mais il s'est désolé de constater que
pour notre cas, généralement, nous ne faisons que parler de ce que les autres ont fait et nous ne savons pas faire un effort considérable pour que par nous-mêmes nous puissions produire une connaissance. Et c'est dans ce sens-là que l'assistant nous invite à produire par nous-mêmes ce que nous pouvons savoir contrôler, plutôt que de dépendre de ce qui a été réalisé par ceux qui seraient nos potentiels ennemis qui se retrouvent telle ou telle autre part au monde. Donc les informaticiens peuvent nous aider à produire des choses qui vont être contrôlées par nous-mêmes, Congolais de père et de mère, ou je ne sais pas, victimes de la situation pour laquelle on doit trouver des solutions. Merci. Je reviens à ce que aussi vous avez dit par rapport à l'objectif même du média. Quel type de contenu nous mettons sur TikTok? C'est aussi ça la stratégie de l'ennemi. Des gens qui nous créent des histoires qui vont nous distraire. Généralement, je m'amuse à visiter les comptes TikTok des gens. Quelqu'un peut aller jusqu'à minuit en train de voir seulement la pornographie, la comédie, ainsi de suite. Donc, on nous plonge dans la distraction aussi en passant par ces outils. Et nous oublions de nous focaliser au réel problème que l'assistant Taemboa est en train d'évoquer ici. Donc, à ce niveau-là, on doit encore aussi interpeller les utilisateurs. Comment vous utilisez les médias sociaux? L'assistant Edgar vient d'en parler. Quel type de contenu vous mettez? Moi, si vous constatez, si vous consultez ma chaîne TikTok, il y a des cours d'informatique. Mes étudiants peuvent témoigner. Mais alors vous, chacun individuellement, qu'est-ce qu'il met sur son TikTok? Est-ce que ce n'est pas un message qui vient appuyer la stratégie des ADEF? Voilà autant de questions que nous pouvons encore nous poser et continuer à réfléchir dans le couloir. Je peux évoluer? C'est la dernière question, celle de l'assistant Madame Suzanne, qui évoque la problématique de Idengo. C'est une très belle question, j'ai aimé, parce que Idengo voulait appliquer, il voulait se servir de médias sociaux pour communiquer un message. Pour essayer un peu de manifester son mécontentement par rapport à ce qui se passe. Malheureusement, il est allé plus loin, comme il n'est pas professionnel. Il a commencé à salir l'image. Il est tombé dans des infractions. Vous savez ce qu'on appelle outrage au chef de l'État. Ainsi de suite. Bien sûr, les médias sociaux sont là. Avec le web 2.0, j'ai parlé du web au main des internautes, où tout le monde peut publier à n'importe quoi, n'importe comment. D'ailleurs, peut-être que ce n'est même pas Idengo qui a publié la chanson. C'est peut-être vous. C'est peut-être dans une discothèque qu'on passe ici, on écoute la chanson de Idengo. Peut-être que le chef de l'État a vu ça à Kin, sans que même Idengo lui-même le fasse. Mais j'ai insisté sur un point, que le recrutement dans l'armée, parce que la cyberdéfense c'est une armée aussi. Si vous donnez à Nelly ici une Kalachnikov et vous demandez d'aller combattre, oh, elle est Zalendou, elle n'a aucune stratégie militaire, mais on va la battre. La cyberdéfense, Idengo n'était pas formé. C'est pourquoi il fallait, justement pour faire la cyberdéfense, il y a des stratégies militaires numériques. C'est-à-dire il fallait qu'Idengo soit formé. Regardez la différence entre Idengo et Maya Santa formé en communication. Si Maya Santa, bon, veut parler de l'évêque, il va parler de qui? J'attends parler de Mouniamiti, donc quelqu'un qui est dans les arbres là-bas. Donc vous voyez un peu, il utilise plus les images. Parce que c'est un professionnel d'abord de communication, il est formé. Et moi je peux dire, bon ok, on peut les recruter aussi dans l'armée. Parce que lui, il va appliquer les théories scientifiques qu'il a pour faire la cyberdéfense. Et ce qui a fait que Idengo parte à Nunzenze, il ne connaît pas. Il n'était pas outillé. Il n'est pas formé. Voilà. Je crois. Voilà, merci beaucoup pour ces réponses. J'espère qu'elles ont été satisfaisantes pour ceux qui ont posé des questions. Professeur. Oui, merci. J'ai reçu une question. Elle est venue de Yves Célestin. Et ça concernait les stratégies que l'intellectuel résolu peut mettre en place pour faire face
y aider un peu le progrès jusqu'à établir une paix positive. Les stratégies, je vais proposer pour le moment juste 2. Ça, c'est une question, c'est vraiment échantillé. Merci pour la question, je devrais continuer à explorer. J'ai 2 stratégies que je propose pour le moment. La première, c'est l'éducation de la jeunesse. L'intellectuel résolu devrait faire un effort, être plus en contact avec la jeunesse pour former cette jeunesse. Les changements que nous attendons ne vont plus venir des anciens. Ce changement va venir par nos jeunes. Alors, l'intellectuel doit travailler sur l'éducation de nos jeunes. Malheureusement, si vous êtes en train de voir ce qui est en train de se faire aujourd'hui, c'est l'aspect qu'on est en train maintenant de minimiser et de politiser. Vous savez comment la campagne, ça s'est fait, les campagnes par-ci, par-là, c'était basé sur ce qu'on a appelé éducation gratuite, qui pratiquement, ça veut dire où on n'était pas beaucoup compte de la qualité de l'enseignement qu'on donne aux jeunes, malheureusement. Parce que quand on doit mettre des enfants 80, 120 dans une classe pour un seul enseignant, vous pouvez vous imaginer, le système congolais à l'école primaire, ça veut dire la base n'y est pas. Alors l'intellectuel devrait se pencher sur cet aspect-là. La deuxième stratégie que je propose, c'est la vulgarisation des visions de cet intellectuel-là. La RDC, les quelques temps que je viens de passer ici, les quelques mois que je viens de passer ici, j'ai l'impression que les idées, de bonnes visions produites par l'intellectuel congolais sont loquées, sont enfermées. Ici, nous sommes encore dans la mentalité où la connaissance doit être gardée, protégée. Vous pouvez même aller à l'internet, facilement, vous allez voir des titres, des beaux titres écrits par des Congolais sur des bons sujets qui peuvent aider la jeunesse, mais facilement pour y accéder, on va dire non, c'est verrouillé. C'est curieux, les intellectuels congolais font ça. Ça veut dire non pas la notion, contrairement au monde anglo-saxon qui vient de nous mener dans cette technologie, ça vient du monde des anglophones, où généralement la connaissance elle est exposée, elle est ouverte, elle est accessible. Et par conséquent, nos intellectuels, ceux qui sont résolus, leurs idées, leurs visions ne sont pas vulgarisées. Alors on devrait travailler sur cet aspect-là. Et je crois que c'est inévitable. Voilà les deux stratégies que je propose pour le moment. Merci. Merci beaucoup. Est-ce que nous pouvons applaudir pour tous ces conférenciers? En tout cas, nous sommes très reconnaissants des efforts que vous avez fournis pour nous édifier aujourd'hui. Et avant de donner la parole pour la conclusion au directeur du centre de recherche, je vais dire que parmi les techniques de vulgarisation de ces connaissances, c'est l'organisation des activités comme celle-ci. C'est donc un appel et une félicitation à chacun, à chacune de participer aujourd'hui et de participer à toutes les activités scientifiques, parce que c'est à travers elles aussi qu'on vulgarise la connaissance. Et je nous invite à être vraiment des universitaires, c'est-à-dire à nous cultiver. Il y a des recherches qui existent, nous devons les consommer et les faire consommer. Nous avons des travaux que nous allons réaliser. Il ne faut pas que nous puissions faire des travaux scientifiques de fin d'études seulement parce que c'est une exigence pour avoir un diplôme. Il faut que ce que nous allons réaliser comme travaux puisse nous aider à résoudre des problèmes et que nous puissions aller au-delà de la présentation devant les jurys. Que nous puissions peut-être aller même présenter ce travail-là auprès de ceux qui sont les premiers bénéficiaires directs et que nous puissions par nous-mêmes essayer de vivre l'expérience que nous avons théorisée. Ça peut nous aider à changer les choses peut-être un peu plus rapidement. Je vais accorder la parole pour clôturer au
professeur qui nous a aidé à organiser cette conférence ici. C'est le directeur du centre de recherche, le professeur Kanyoro Rokisali, Jean Chrysostome. Une fois de plus, merci beaucoup. Une fois de plus, merci beaucoup pour votre présence, pour ce temps que je trouve favorable. Je crois que nous ne sommes pas déçus, n'est-ce pas? Nous avons voulu désirer ce moment et qu'il soit interdisciplinaire. Et je crois que ça l'a été. Et vous avez vu, en tout cas moi je l'ai vu, nos orateurs se sont complétés. Et je suis ravi d'une chose. Ils ont établi un aîné parmi eux. Est-ce que vous avez constaté ça? Il y avait une référence parmi eux. Moi, je suis très heureux de suivre encore une fois de plus la visualisation de ce que nous vivons. Une crise multifaciale. Une crise généralisée. Le mot a été dit et redit plusieurs fois, n'est-ce pas? Et toute la question qui nous est posée, quoi faire? Frères et sœurs, nous sommes tous embarqués. Nous sommes appelés à agir. Parce que nous ne pouvons pas, nous ne saurons pas nous habituer au mal. On ne s'y habituera jamais. Vraiment jamais. Nous sommes appelés à travailler ensemble de concert. Chacun, chacune a joué son rôle, a bien habité son niveau, mais tous nous avons à faire quelque chose. Et si nous sommes des intellectuels, là, encore davantage, nous sommes interpellés. Être d'abord nous-mêmes conscients, conscientes de cela, et puis aussi éveiller les consciences. Et ne saura pas s'habituer au mal, faisons quelque chose. Ce quelque chose que nous pouvons faire, la première étape, je crois, c'est d'abord ce qui dépend de nous. Les amis, et puis c'est aussi ici, voir de quoi je parle. On ne peut changer quelque chose que d'abord à l'instance de ce qui dépend de nous, ce qui dépend de moi. Dans la situation que nous vivons, se moquer du gouvernement, se moquer de la MONUSCO, ici on en a parlé à bien, ça je suis très content, se moquer des autres, ça ne sert à rien. Il faut d'abord voir ce que nous, ce que chacun d'entre nous peut faire, ce qui dépend de nous d'abord. Et c'est quoi? Être artisan de la paix. Cohérence, vérité. Être artisane de la paix. Et le mot était dit ici, j'étais très content. Hein? Il nous faudra à chacune sortir de cette salle en inscrivant d'une façon et d'une autre le nom Irénée au front ou quelque part dans son cœur. À Irénée en grec qui signifie paix. Soyons des artisans de paix. D'abord nous-mêmes, avec nous-mêmes et avec notre environnement proche. Là-dessus, je vous remercie et je déclare close cette activité scientifique. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Nous nous donnons rendez-vous prochainement. Et pour la grande activité qui va suivre encore, nous allons nous intéresser à la problématique de l'environnement. Avant, il y aura d'autres activités scientifiques, mais la problématique de l'environnement va être abordée en 2 jours, le 16 et le 17 mai 2024.
Nous serons peut-être dans cette salle, peut-être dans une autre, mais gardez déjà ça en tête, le 16 et le 17 mai, nous allons nous rencontrer pour parler de l'apport de la famille et de l'intellectuel dans cette problématique de l'environnement, principalement pour des questions africaines et congolaises. Il y aura des juristes, il y aura des philosophes, il y aura des sociologues, il y aura beaucoup de domaines, ce sera interdisciplinaire comme aujourd'hui. Merci donc et bonne suite de temps à chacun et à chacune. J'ai grandi et j'ai fait grandir au-delà de l'espoir de femmes et hommes capables du raisonnement, de la parole, de la technique, de la manipulation des technologies et du développement. Je suis belle, je suis maquillée par la riche bibliothèque de ma région, j'ai une vision, c'est pourquoi j'ai une télévision, j'ai la forme contournée par les laboratoires modernes, animée par des personnes nourries par moi-même. Ici, ils produisent des biogaz, des pavés en plastique, ils expriment leurs connaissances et leur culture en toute liberté. Je suis la mère nourricière. Ma fierté, c'est d'avoir nourri les hommes et femmes de lettres et des renommées de ma région en philosophie et en sciences de l'information et de la communication. Laborieux fruit d'un travail assidu, que ces œuvres ne cessent de témoigner mes paroles. Je vis avec mon temps, j'apprends la gestion des entités et des hommes, j'apprends à tutoyer de nouvelles technologies, parce que oui, dans la faculté de gestion, il y a la gestion des ressources humaines, la gestion informatique, le développement et management. Je suis une belle femme. Je vais construire un bel avenir, pratiquement des géants et imposant infrastructures de l'innovation du génie. En sciences appliquées, tu peux choisir entre les génies des constructions, les génies informatiques et les génies électriques. Je suis l'Université de l'Assomption au Congo, UAC. Je ne suis pas seulement ce bâtiment imposant que vous voyez. Je suis surtout l'inoubliable souvenir et le seul témoignage de rares personnes qui ont fait le meilleur choix de leur vie. Ces choix, c'est de m'avoir choisi. Je sens que tu es spécial. Je sens que tu m'as choisi. Je sens que nous allons pratiquer le changement et le développement avec l'UAC.